Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Charlotte Allo, vous avez fait d'un rêve d'enfant une réalité en changeant votre vie et celle de nombreuses personnes à mobilité réduite. Vous êtes en fauteuil roulant depuis l'âge de 4 ans, un âge où les enfants courent dans tous les sens, mais ce qui semble simple pour les uns ne l'est pas pour vous. C'est d'ailleurs comme ça que germe en vous l'idée d'une mobilité inclusive, symbole de liberté. Si beaucoup pensent qu'une personne en situation de handicap doit renoncer à son autonomie, vous n'y croyez pas et vous êtes bien décidé à prouver le contraire. Mais avant d'en arriver là et de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous débutez une carrière dans l'aérospatiale et la défense chez Airbus. Le tournant décisif ne se fait qu'en 2018, quand vous saisissez une opportunité unique qui change votre vie. En tant que cofondatrice d'Omni, une entreprise proposant des solutions de mobilité abordables et inclusives aux personnes à mobilité réduite, vous mettez au point un appareil novateur, My OmniTrot, qui remporte d'ailleurs le grand prix du concours Lépine. Vous êtes aujourd'hui une entrepreneuse chevronnée, vous vous battez sans relâche pour lever les obstacles rencontrés par les personnes en fauteuil roulant, et vous êtes surtout une personne engagée, bien décidée à faire bouger le monde. Charlotte, bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Bien évidemment, je suis pas toute seule à faire tout ça, mais ouais, un beau chemin parcouru. Justement, on va revenir un peu sur ce chemin. Comment est-ce que vous êtes retrouvée en fauteuil roulant ? Parce que c'est pas de naissance. Tout à fait. Je suis en fauteuil roulant depuis l'âge de 4 ans, suite à une leucémie, où il y a eu une erreur médicale qui m'a paralysée. J'ai fait de la chimiothérapie, j'ai fait une mauvaise réaction au traitement, et je me suis retrouvée entièrement paralysée de la tête aux pieds. Je pouvais plus bouger ni les orteils, quoi que ce soit, et j'ai fini par récupérer petit à petit dans les membres supérieurs, mais malgré tout obligée d'utiliser un fauteuil pour se déplacer parce que j'avais plus du tout de force dans les jambes. Mais mes parents, ils ont vraiment fait en sorte de le normaliser. On était hyper entourés avec de la famille, des amis qui étaient présents. J'ai jamais passé une nuit à l'hôpital toute seule, il y avait tout le temps quelqu'un pour se relayer et être avec moi. Et donc finalement, je me suis pas trop aperçue de tout ce qui se passait. Après l'hôpital, je suis allée dans un centre de rééducation avec d'autres enfants en situation de handicap. Ça nous permet aussi de voir tout ce qui se passe, d'avoir des handicaps qui sont plus lourds, qui nous font relativiser. Et effectivement, il y avait un peu cette partie frustration qui a commencé à germer quand même au moment où je retournais à la maison et que j'étais entourée de copains valides qui faisaient du vélo, de la trottinette, du skate, qui jouaient à chat, qui couraient partout. Et où là, effectivement, le fauteuil se fait plus ressentir. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des enfants à l'époque et des personnes aujourd'hui qui sont hyper attentionnés et qui faisaient en sorte de m'inclure dans les jeux et ont trouvé des adaptations pour leur créer un handicap qui soit du coup comparable au mien et pouvoir jouer ensemble à chat ou à tout un tas d'autres Donc à jeux l'école, d'enfants. à l'université, vous n'avez pas senti le poids de la différence ? Ça dépendait des moments malgré tout. J'ai été à l'école, en primaire, au collège et au lycée dans une structure qui s'appelle Toulouse-Lautrec. C'est une série qui passe aussi sur TF1 et c'est pas qu'une série fictive, c'est une école qui existe vraiment dans laquelle j'ai été, qui inclut donc des élèves en situation de handicap et des élèves valides. Et ça permet vraiment d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à être autonome en fauteuil, de pratiquer tout un tas de handisports et d'être malgré tout aussi parmi un milieu valide qui m'a permis ensuite d'intégrer une école de commerce où là, j'ai essayé d'avoir la vie la plus normale possible. J'avais mon permis, donc je pouvais enfin me déplacer toute seule pour aller à cette école et suivre un cursus normal avec, pour le coup, que des étudiants valides. Mais ça nous a pas empêché de partir en Erasmus, de faire la fête, de voyager, de travailler. Vous n'êtes jamais mis de barrière, en fait ? Non, mes parents, ils m'ont toujours répété depuis que j'étais petite que le handicap serait pas un problème, que tout serait possible et qu'on trouverait des solutions quoi qu'il arrive. Et donc ça a vraiment été ce qui m'a construit au quotidien pour me développer
réussir aussi à en parler autour de moi, parce que les personnes parfois savaient pas trop comment s'y prendre. Est-ce que je lui propose de la pousser? Est-ce que je la pousse sans lui demander? Est-ce que je fais comme si de rien n'était? Pour le coup, c'est propre à chacun, mais il y a quand même pas mal de messages qu'on peut faire passer. Et avec vos amis, vous avez dû leur apprendre justement à aborder le handicap? Ouais, complètement. Je leur ai appris toujours vérifier l'accessibilité. Ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas concerné, ce qui est normal. Mais en fauteuil, il faut tout le temps vérifier est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce qu'il y a des toilettes accessibles. Et donc ça, c'est des petites choses où maintenant, même quand ils sont pas avec moi, ils y pensent. Et puis après, au quotidien, je suis assez autonome, mais parfois, je demande de l'aide si la côte est trop importante ou dans ce genre de moment, et ça se fait assez naturellement. Vous avez débuté dans l'aéronautique avec Airbus. C'était un rêve de toujours? C'était vous dirigiez vers ça initialement? Après le bac, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse médecine. J'avais envie de sauver les enfants malades, allez savoir pourquoi. Et du coup, j'ai fait une fac de médecine, mais en fait, je me suis pas du tout retrouvée dans l'esprit concours qu'il pouvait y avoir à la fac, chacun pour soi. Et c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'en ai profité pour passer mon permis cette année-là, parce que jusque-là, sinon, c'était mes parents qui m'amenaient partout. J'ai fait une école de commerce. Effectivement, je me suis spécialisée en ressources humaines et en cherchant mon premier emploi, j'ai été contactée par une filiale d'Airbus et j'y ai fait 4 ans. Et ce qui est chouette dans les RH, c'est qu'il y a tout cet accompagnement des collaborateurs pour les aider dans leur carrière, les former, qu'il y avait quand même cette relation humaine qui m'intéressait dans la médecine, que je retrouvais en entreprise d'une autre manière. En 2018, c'est un énorme changement dans votre vie. Il y a 4 garçons qui viennent vous voir parce qu'ils ont un projet un peu fou et ils viennent vous chercher. Vous pouvez nous raconter? Exactement, les garçons, c'est vraiment comme ça que je les appelle. Donc Noé, Robin, Mathieu et Sullivan, ingénieurs. Et ils avaient envie de se spécialiser en design thinking. C'est de l'innovation centrée utilisateur où on se met à la place des gens pour développer des solutions. Et donc eux, ils avaient un thème pour leur année de formation, c'était de trouver une solution pour améliorer la mobilité en fauteuil. Sauf qu'ils y connaissaient absolument rien au handicap parce que personne dans leur entourage n'était concerné. Et donc la première étape, ça a été de se mettre en immersion, de se mettre à la place de personnes en fauteuil. Donc ils se sont accrochés les pieds au fauteuil et ils se déplaçaient, faire les trajets de l'école jusqu'à chez eux, d'aller en soirée. Et ils ont vraiment joué le jeu. Si le paquet de pâtes était pas accessible, ils mangeaient pas de pâtes. Plusieurs jours en fauteuil? 2 semaines, ouais. Ah oui. Si les toilettes étaient pas accessibles, ils se faisaient porter par les copains pour vraiment comprendre, au-delà des difficultés techniques, quelles sont toutes les petites contraintes qu'il peut y avoir au quotidien. Et après cette phase d'immersion, il y a une phase d'observation, de rencontre avec les personnes concernées, donc les personnes en fauteuil, les soignants, des proches. Et c'est ma kiné qui nous avait mis en relation en se disant Charlotte, elle a à peu près le même âge que vous, elle voyage beaucoup, elle sort beaucoup, elle pourra vous partager son expérience. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et moi j'avais été bluffée par leur implication sur le projet, de me dire mais ils sont pas du tout concernés par le handicap et pourtant ils se sont investis énormément pour comprendre les difficultés. Et donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ils m'ont fait tester tout un tas de prototypes. Et je leur donnais mes retours, ils modifiaient quelques trucs et ils revenaient. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire de la trottinette en fauteuil et où j'ai été le premier cobaye crash test à essayer. Ce produit-là, c'est MyOmniTrot. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne? C'est un système de fixation qui va faire la liaison entre le fauteuil roulant et la trottinette électrique. Et donc il suffit de basculer un peu le fauteuil roulant sur les roues arrière. On vient le poser sur le plateau de la trottinette, les parties s'enclenchent et donc on se retrouve avec le guidon au niveau des mains qui va permettre de motoriser le fauteuil grâce à cette solution. C'est assez différent de l'usage qu'on peut avoir sur une trottinette debout. Le fait que les roues arrière touchent le sol, on a l'impression d'être sur un petit kart. C'est hyper stable et on a aujourd'hui des personnes qui ont entre
14 et 94 ans qui l'utilisent, donc c'est un gage de crédibilité pour montrer qu'en tout cas c'est stable et que ça s'utilise, la prise en main est assez facile à utiliser. Vous avez d'ailleurs même fait un projet qui paraît complètement hallucinant quand on pense que vous êtes en fauteuil roulant, c'est que vous avez fait de la livraison pour prouver que My Omnitrot passait partout. Vous pouvez nous raconter ce projet ? C'était énorme. On a hacké la première plateforme de livraison où effectivement on a des utilisateurs, des OmniRiders qui se sont inscrits sur la plateforme en tant que livreurs sans mentionner leur handicap et qui ont été chercher des commandes chez les restaurateurs et ont été livrés des clients comme n'importe quel livreur. Les restaurateurs étaient pas dans le coup. Non, et c'était très drôle de voir la réaction des restaurateurs, des clients, et c'était drôle aussi de voir qu'on pouvait aller même plus vite que certains livreurs en vélo. C'était hyper important de faire cette action pour changer le regard sur le handicap, de montrer qu'on peut être mobile, rapide, et que les gens s'y attendent pas. C'est un effet de surprise de voir une personne en fauteuil débarquer avec son sac de livraison. C'était très chouette, hyper bienveillant. Et c'est des réactions qu'on a au quotidien quand on se balade avec sur les pistes cyclables, où les gens sont surpris et intrigués positivement en disant « mais j'ai envie de l'essayer ». Pour moi, c'est qu'on a effacé les barrières et qu'on a réussi à gagner quelque chose d'énorme. Elles vont jusqu'à combien, ces trottinettes ? C'est des trottinettes qui vont jusqu'à 25 km/h. C'est la réglementation qui fixe ça. Et donc, ça va permettre de pouvoir se déplacer sur les pistes cyclables à la vitesse d'un vélo, de pallier aux transports en commun qui sont pas toujours accessibles. Donc, on a une solution qui est performante pour se déplacer, beaucoup plus abordable aussi que ce qui existe aujourd'hui. Donc, d'avoir accès à cette mobilité douce, ça permet d'enlever une charge mentale énorme et d'avoir une autonomie qui est incroyable. Vous avez hésité, quand on vous a présenté le projet, à lâcher Airbus pour devenir entrepreneuse ? Ouais, complètement. Mes parents, ils sont intermittents du spectacle, donc ils m'ont toujours dit Charlotte, la sécurité de l'emploi, c'est hyper important. Je leur ai dit papa, maman, je vais être entrepreneuse. C'était pas évident comme décision à prendre. Et finalement, c'est un projet qui avait tellement de sens, tellement d'impact et qui me correspondait tellement que je me suis dit il faut y aller, il faut se lancer. Donc j'ai commencé par me mettre à temps partiel chez Airbus et au bout d'un an j'ai démissionné parce qu'en fait j'arrivais pas à concilier les deux pour me lancer à 100% dans l'aventure Omni. Et ça marche puisque vous avez remporté le concours Lépine. C'est ça, on a remporté le grand prix du concours Lépine en 2021. Et ce qui est chouette, c'est que l'année dernière et cette année, c'est encore des projets autour du handicap qui ont remporté le grand prix du concours Lépine. Et donc c'est chouette de voir que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, dont on s'empare, qu'il y a plein d'innovations à faire pour changer la vie de millions de personnes. Vous avez l'impression que vous êtes construite différemment parce que vous étiez en fauteuil ? Je dis souvent que si j'étais pas en fauteuil, je pense que je serais exécrable et que j'aurais été invivable. Mais ouais, le fait d'avoir eu ce handicap, d'avoir été très dépendant des autres, ça amène une sorte de résilience et d'ouverture d'esprit et de bienveillance vis-à-vis des autres. Je suis assez sensible à faire en sorte que tout le monde aille bien. Vous êtes donc engagée au sein de 2 associations, Comme les autres et Tremplin. L'association Tremplin, c'est une association qui accompagne des jeunes en situation de handicap pendant leurs études à trouver leur stage, leur alternance et leur premier emploi. Et donc j'en ai bénéficié quand je cherchais mes stages et quand j'ai cherché mon premier emploi donc chez Airbus. On m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration en tant qu'alumni pour partager aussi mon expérience et ce que je vis aujourd'hui pour accompagner les jeunes d'aujourd'hui. Et l'association Comme les autres ? C'est une association qui est incroyable, qui a été créée par Michael Jérémiaz. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui ont eu un accident de la vie, à les aider à rebondir, donc accepter leur handicap, les aider dans leur recherche de logement et de leur montrer que leur vie ne s'arrête pas là et qu'il va falloir faire plein de choses. Et ça accompagne plein de gens dans leur reconstruction. Je trouve ça génial. Vous faites du sport, des activités à côté. Je sais que vous voyagez. Quelles sont vos activités quand vous ne travaillez pas ? J'ai testé plusieurs choses. J'ai pendant pas mal d'années fait du tennis, fauteuil. J'adore. Mais les horaires n'étaient pas forcément évidents avec mon emploi du temps. Et donc j'ai été plutôt m'orienter vers des sports un peu plus individuels. J'ai fait de la boxe et là j'ai testé du crossfit. Je trouve ça hyper agréable parce que ça permet d'évacuer tout ce qu'on peut avoir à évacuer et ça fait du bien. Et les voyages, c'est compliqué à organiser ? Alors les voyages, moi j'adore. J'essaye d'en faire un maximum, au moins une fois par an, de partir pendant l'été. C'est plein de rencontres, c'est être débrouillard, trouver des systèmes D.
J'ai fait un road trip à travers l'Europe. J'ai été plusieurs années au Sénégal parce que mes grands-parents vivaient là-bas. En fait, c'était moins roots que ça aurait pu être. Qu'est-ce qui vous donne l'énergie le matin, votre moteur pour vous dépasser toujours ? Je pense que ce qui me motive le plus au quotidien, c'est d'avoir le retour des utilisateurs. On en a tous les jours qui nous disent à quel point ça leur change la vie, à quel point ça leur amène une source de liberté incroyable. Et pour moi, c'est ça mon moteur au quotidien. Et en plus, je suis utilisatrice du produit que j'utilise tous les matins pour aller bosser. Rien que ce moment-là fait du bien. Et je suis contente d'arriver et de commencer la journée. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? Une femme inspirante, pour moi, c'est une femme qui a de l'ambition, qui a envie de faire changer les choses, qui baisse pas les bras malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer et toutes les difficultés qu'on traverse tous, et qui veut avoir un vrai impact dans la société et de faire changer les choses. Ouais, je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. Et il y a une femme qui vous a inspiré en particulier ? La femme qui m'inspire le plus, c'est ma mère. J'ai l'âge qu'elle a eu quand elle a appris que j'avais une leucémie. Je me rends compte d'aujourd'hui, en me mettant à sa place, tout ce que ça signifie de se retrouver avec un enfant en situation de handicap, de pas savoir ce qui va se passer, avec un pronostic vital qui a été engagé à plusieurs reprises, à quel point son monde a dû s'effondrer et tout ce qu'elle a dû mener pour faire en sorte que j'ai une vie la plus normale possible et se battre pour l'accessibilité, se battre pour tout un tas de choses. Où c'est une maman ours qui remue ciel et terre pour ses enfants et donc hyper inspirante depuis toujours. Quel est le moment le plus fort dans votre carrière ? Le moment le plus fort, je pense que c'est quand j'ai pris la décision de quitter Airbus pour créer Omni, où ça a été un changement radical. Et j'étais pas du tout formée à ce que j'ai dû faire chez Omni, où je me suis plutôt spécialisée sur les aspects de com, relations publiques, réseaux sociaux. Et donc j'ai tout appris sur le tas et ça a été une reconversion du tout au tout. Et le moment le plus dur ? Le moment le plus dur, c'est qu'on a quand même eu du flair de se lancer en plein Covid, au moment où on était confinés et même après le déconfinement, toutes les structures, on avait organisé un roadshow pour aller partout en France, présenter notre solution dans les centres de rééducation, dans les clubs handisport. Et en fait, personne voulait nous recevoir parce que par mesure sanitaire, c'était trop risqué. Et donc ça a été assez compliqué de se lancer à ce moment-là. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière sur l'ensemble de votre parcours ? Ou vie perso d'ailleurs. Ce dont je suis le plus fière, c'est qu'on ait déjà équipé 1500 personnes. Évidemment, on veut aller encore plus loin et en équiper des centaines de milliers. Mais déjà 1500 personnes à qui on a changé la vie. Des personnes qui nous disent qu'ils peuvent aller chercher leurs enfants à l'école, qu'ils peuvent aller travailler, qu'ils peuvent aller faire leurs courses. Et j'ai eu un témoignage hyper émouvant d'une utilisatrice, Bénédicte, qui a 60 ans et qui nous a envoyé un facecam où elle nous disait que c'était une mauvaise journée, que à la maison c'était compliqué avec son mari, ses enfants, et que du coup là elle était sortie prendre l'air et qu'elle en avait les larmes aux yeux parce qu'en 60 ans c'était la première fois qu'elle pouvait sortir seule de chez elle juste pour s'aérer l'esprit. Et ça paraît simple, mais finalement c'est des petites choses qui font le sel de la vie, de pouvoir pas forcément se déplacer pour aller faire des courses, mais ne serait-ce que pour aller manger une glace ou sortir sur un coup de tête, s'aérer l'esprit. Et de pouvoir permettre aux gens de le faire, pour moi, c'est une énorme victoire et j'ai envie qu'on aille plus loin, mais c'est déjà très chouette qu'on ait réussi à faire ça. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que c'était trop compliqué, que la marche était trop haute et que vous aviez envie de renoncer ? Il y a beaucoup de moments où j'ai eu envie d'abandonner parce que c'est épuisant, physiquement, mentalement, d'entreprendre, c'est pas évident. Ça fait rêver, on a l'impression que c'est génial d'être son propre patron, de bosser dans une entreprise à impact, et c'est le cas, c'est génial. Mais il y a aussi beaucoup de contraintes où on fait des horaires pas possibles, on a un stress permanent, mais j'ai la chance du coup d'être bien entourée aussi et justement c'est ce qui m'aide à tenir et à poursuivre et encore une fois le retour des utilisateurs. Quel est votre prochain Everest ? Ce que j'aimerais c'est essayer de partir en itinérance toute seule, de voyager toute seule, je ne sais pas encore où, j'ai pas encore défini le projet, mais ce serait ça mon prochain projet. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide ? Je pense que c'est ce que mes parents m'ont répété depuis que je suis petite, que rien n'est impossible et qu'on trouve toujours des solutions. C'est vraiment ça que je me répète au quotidien parce que, évidemment, quand on entreprend, c'est les montagnes russes, on a toujours des obstacles, des choses
qu'il va falloir surmonter et donc être habile pour essayer de trouver, et plutôt débrouillard pour trouver une solution et on fait 1000 métiers. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Vous avez passé votre permis de conduire, ça devait être une sacrée victoire, non ? À 18 ans, j'ai eu le permis, j'ai eu la voiture, ça m'a changé la vie. Jusque-là, c'était mes parents qui devaient me conduire à droite, à gauche. Ils étaient gentils, hein, ils m'emmenaient en soirée, en boîte, ils venaient me chercher et tout. Mais bon, on a quand même aussi envie d'avoir son petit jardin secret et d'être autonome et indépendant. Et la voiture, c'est ce qui m'a permis de l'être. Vous avez une voiture aménagée, je suppose ? Effectivement, il y a des auto-écoles spécialisées pour pouvoir permettre de passer ce permis parce qu'il faut une voiture équipée. Et pour équiper sa voiture, donc on achète une voiture classique et après on va dans un garage, un équipementier spécialisé qui va pouvoir faire les adaptations en fonction du handicap de chacun. En l'occurrence, moi, c'est donc des commandes qui se trouvent au niveau du volant, qui n'empêchent pas d'utiliser quand même les pédales. Donc une personne valide peut prendre le relais et peut prendre ma voiture. Et j'ai un système aussi qui met le fauteuil dans la voiture. Est-ce que vous avez un accessoire qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Mes lunettes. Parce que sans mes lunettes, ce serait compliqué. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Je pense que c'est le road trip qu'on avait fait en Europe avec ma meilleure amie. Elle n'a pas le permis et donc c'est moi qui ai conduit tout du long. On est parti de Paris, on est passé par Munich, on a été en Slovénie, on est passé ensuite en Croatie, en Italie, on a été à Côme, à Venise et on est reparti en France. Et c'était génial de faire ce road trip, on l'a fait sur un coup de tête. On regardait au jour le jour dans quel hébergement on allait dormir le soir et c'était hyper spontané. On a rencontré plein de monde et c'est quand même drôle parce que partout où on allait, les gens disaient à ma pote « Ah mais c'est génial que tu sortes ton ami handicapé, que tu lui permettes de voyager. » Et moi j'étais alors « Non, c'est moi qui ai le permis, c'est moi qui l'emmène partout, qu'on rétablisse la vérité, c'est pas du tout elle, Mère Teresa. » Donc là encore, vous avez cassé les tabous. Exactement, tout le temps. À l'inverse, quel est le pire moment que vous ayez passé en voiture ? Pendant, je sais plus quel hiver, mais il avait énormément neigé à Paris. Je roulais très lentement, l'objectif c'était de pas freiner, de pas s'arrêter pour continuer à rouler très très doucement sur la neige. Sauf qu'il y a un piéton qui a voulu traverser sans se dire que moi j'allais avoir beaucoup plus de mal à m'arrêter que lui. Et donc j'ai eu très très peur parce que j'avais beau freiner, la voiture continuait d'avancer et le piéton marchait devant. Il s'est poussé, j'étais là à faire des signes et tout s'est bien fini mais ça m'a fait un peu peur. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Je chante très très fort. C'est un peu ma box karaoké, ma voiture. Les gens qui rentrent dans ma voiture savent qu'ils pourront pas y échapper. Et donc ouais, on chante beaucoup. La musique, ça me permet de passer un bon moment. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Charlotte, où est-ce que vous nous emmenez ? Je pense que je retournerai en Italie, parce qu'il y a plein de villes magnifiques à voir et c'est pas trop loin de la France. Donc ouais, un petit road trip en Italie. Au revoir Charlotte et merci pour ce moment plein de vie. Merci beaucoup. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.